Joe Biden avait dit qu'il ferait de lui un paria. Pourtant, Mohamed El Salman est toujours et de plus en plus un personnage central sur la scène géopolitique mondiale. Il fut un temps où effectivement, notamment les chefs d'État occidentaux hésitaient à se faire prendre en photo trop près de lui. Mais deux hommes ne l'ont jamais laissé tomber, Poutine et Donald Trump. Et ce sont les deux hommes clés du dossier ukrainien, dans lequel l'Arabie saoudite, qui n'est pourtant pas un pays européen, qui n'est pas un pays qui joue ce rôle d'arbitre ou de médiation dans ce type de conflit, joue aujourd'hui un rôle central. Le dimanche 23 mars, c'est à Riyad que les délégations conduites par les ministres des Affaires étrangères américains et russes se rencontreront pour évoquer la guerre en Ukraine. Déjà en février de cette année, des délégations russes et américaines avaient entamé, peu de temps après la prise de fonction de Donald Trump, ce type de négociation. On sait que pour Trump, il est important de mettre fin à la guerre en Ukraine et que Poutine a aussi besoin de cela. Et donc, c'est ni à Moscou, ni à Genève, ni à Washington que sont tenues les négociations, mais bel et bien de nouveau à Riyad. Et en mars, à Jeddah cette fois-ci, il y eut des négociations entre Ukrainiens et Américains après le clash extrêmement important et télévisé dans le monde entier qui avait opposé Donald Trump, J.D. Vance et Zelensky le 28 février dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Mohamed Ben Salman dirige son pays d'une main de fer, mais il veut le conduire vers une ouverture, vers un progrès. Et donc, il autorise les femmes à conduire, même s'il ne les autorise pas à contester sa politique. Et il veut surtout que les Saoudiens sortent de l'économie de rente qui les a marqués pendant très longtemps. Il ne veut plus être uniquement un pays qui vend du pétrole, qui achète des armes et qui a des projets dans le BTP mirifique. Il veut réellement faire un pays moderne, ouvert sur le 21e siècle. Son projet Horizon 2030 veut que le pays s'ouvre et pour cela, effectivement, il utilise tous les moyens que ces immenses ressources pétrolières lui permettent encore, mais l'objectif, c'est bien de ne plus être dépendant du pétrole à l'avenir. Le réseau diplomatique saoudien commence à s'étendre. Il y a désormais 128 ambassades dans les différents pays. Et Mohamed El Salman a fait sortir son pays d'un tête-à-tête exclusif, quasi exclusif, avec les États-Unis. C'est sous l'égide de la Chine qu'il s'est réconcilié avec l'Iran. Il a également opéré une réconciliation avec la Turquie. Il parle à tous les dirigeants européens. Il est également très présent en Afrique. Et donc, effectivement, il a développé une relation non seulement avec la Chine, mais avec l'Inde et bien sûr depuis toujours avec la Russie, parce que ces deux pays s'entendent depuis très longtemps pour la fixation du cours des prix du pétrole. C'est d'ailleurs désormais la Chine qui est le principal importateur de pétrole saoudien, les États-Unis étant devenus plus largement indépendants de ce pétrole. Mais Trump ne veut pas abandonner les Saoudiens et surtout que et ceux-ci ont promis d'investir 500 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années, donc au cours du mandat de Donald Trump. Et il ne faut pas non plus oublier que les Saoudiens ont placé 2 milliards de dollars dans le fonds d'investissement de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump et la famille. C'est important pour Donald Trump. Donc, Mohamed Ben Salman veut jouer un rôle diplomatique mondial, il veut être actif et non pas uniquement passif, et il ne veut pas être uniquement une puissance régionale. Mais il est bien sûr aussi une puissance régionale majeure au Proche-Orient, et notamment il pèse sur le conflit israélo-palestinien. Au cours du premier mandat de Donald Trump, il s'était rapproché d'Israël en vertu d'une menace commune existentielle qui était l'Iran. Depuis, il s'est rapproché de l'Iran. Ils ont rouvert les relations diplomatiques. Et surtout, depuis le 7 octobre et la riposte disproportionnée d'Israël, il n'est plus possible d'opérer un rapprochement diplomatique. Et Mohamed Salman s'est opposé ouvertement au plan de Donald Trump de déplacement massif des Palestiniens pour vider la bande de Gaza. Il fait dépendre un futur rapprochement avec Israël de la reconnaissance de la création d'un État palestinien et non pas une promesse vague d'autonomie. Et donc, les accords d'Abraham tels qu'ils existent, donc des réconciliations avec Israël, l'ouverture de relations diplomatiques sans progrès sur le dossier palestinien, il ne le fera pas. Et puis, c'est aussi dans le domaine sportif que Mohamed Ben Salman veut avancer. Il a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde en 2034. Il multiplie l'achat ou l'organisation de compétitions sportives, du Paris-Dakar à des matchs de boxe ou à des matchs d'exhibition dans tous les sports et des matchs de prestige de football, parce que il veut en fait dynamiser sa population, qu'elle puisse aller au restaurant, au théâtre, voir du sport. Alors, beaucoup, du coup, critiquent le sport washing en disant qu'il utilise le sport pour améliorer son image et sans tenir compte des violations répétées des droits de l'homme. Il y a un enjeu sur la façon dont la Coupe du Monde sera organisée. Les ONG vont faire pression pour que les droits soient respectés, mais il faudra se servir finalement de cette Coupe du Monde comme d'un levier pour le mettre sous surveillance. Il est sûr que ce n'est pas la FIFA qui sera très active sur ce sujet et ça ne vient pas Gianni Infantino. Donc, évidemment, l'Arabie saoudite n'est pas une démocratie, mais en fait, nous avons tous intérêt que Mohamed Ben Salman réussisse son pari de modernisation de son pays. Il ne s'agit pas d'une occidentalisation, il s'agit d'une modernisation.